Bonjour, nous avons vu dans les précédents cours les listes et puis nous avons aussi vu les tuples. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dictionnaire qui est aussi très important donc à connaître. Nous allons commencer déjà par une définition. Un dictionnaire en Python est une sorte de liste, donc, mais au lieu d'utiliser des index, on utilise des clés alphanumériques. Donc, vous comprendrez que les dictionnaires peuvent s'utiliser de la même manière qu'une liste. La seule différence, c'est que les index dans une liste, et aussi dans un tuple d'ailleurs, sont des index qui sont numériques, alors que dans un dictionnaire, l'index, il est alphanumérique. Aussi, nous pouvons noter que, contrairement aux listes, donc qui sont délimitées par des crochets, donc dans un dictionnaire, on utilise des accolades pour les définir. Sans plus tarder, nous allons, pour être plus précis, montrer un exemple en fait d'un dictionnaire. D'ailleurs, on va commencer par mettre ici un titre. Donc, on va mettre ici en titre les dictionnaires. Ok, Python, voilà. Déjà, nous allons commencer par définir un dictionnaire sur Python. Si j'ai défini quelque chose que j'appelle modico, bon, de mon dictionnaire. Donc, nous avons dit qu'un dictionnaire se définit non pas par des parenthèses, non pas comme les tuples, non pas avec des crochets comme ce que nous avons pu voir avec les listes, mais se définissent plutôt avec des accolades comme ça. Donc, si je dis mon dico égale à donc des accolades comme ça, et ce qu'elles exécutent, j'ai défini un dictionnaire. Donc, c'est juste que c'est un dictionnaire qui est vide, comme j'aurais pu définir une liste vide. D'ailleurs, si on s'intéresse de plus près au contenu du dictionnaire, donc j'ai dit type de mon dico, vous verrez bien qu'il est du type dict, qui veut bien dire dictionnaire. Ça, c'est une manière donc de créer un dictionnaire vide, mais nous pouvons aussi créer un dictionnaire qui a du contenu. D'ailleurs, par exemple, si je dis mon dico donc, égale, donc je prends des crochets toujours, des accolades. Donc, je vais définir, par exemple, un dictionnaire où on enregistre le nom, le prénom, etc. Donc, si je dis mon dico égale nom, donc je mets deux points, euh, je mets n'importe quoi, je mets awa. Donc, je séparé par une virgule, je mets prénom, toujours, je mets le nom de famille, Falou. Euh, je mets n'importe quoi, je mets par exemple date naissance, je vais appeler comme ça, date naissance, qui est égal à, et là pour le coup je mets n'importe quoi pour ne pas donner la vraie date, 01 2000 par exemple. Je peux aussi, pourquoi pas, donner la ville, par exemple, qui est Paris. Je mets Paris. OK. Donc là, j'ai défini un dictionnaire, d'ailleurs que je vais exécuter. Donc, je peux l'afficher, hein, je peux afficher mon déco. Donc, il affiche bien donc le nom, prénom, la date de naissance et la ville. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que un dictionnaire, tel que nous l'avons dit au départ, a la même présentation que ce que nous avons pu voir sur les listes. La seule différence, c'est que là, c'est séparé, donc c'est encadré par des accolades et non par des crochets. Et aussi, les index sont des index alphanumériques. Ici, les index que nous avons dans le dictionnaire, c'est le nom, c'est le prénom, c'est la date de naissance et c'est la ville. Alors que si c'était une liste, on aurait juste mis ce serait plus des index numériques allant de 0 jusqu'au nombre d'éléments. Très bien. Nous pouvons faire plusieurs manipulations avec les dictionnaires. Très certainement, nous ne pourrons pas tous les énumérer parce que certains, nous le verrons dans les prochaines séances quand il va s'agir de parler des boucles, par exemple. Mais bon, pour connaître toutes les fonctionnalités, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, vous pouvez juste dire appeler un dictionnaire, mettre un point et mettre un tab. Là, vous verrez que vous avez plusieurs fonctionnalités en fait. Vous avez une fonctionnalité copie qui fait la même chose que ce qu'on a pu voir avec, donc avec les listes.
La fonctionnalité clear, vous le connaissez, donc il élimine, c'est-à-dire il supprime tous les éléments de notre liste, c'est-à-dire il nous ramène de notre dictionnaire, donc ça nous ramène à un dictionnaire vide. Nous avons donc différentes fonctions. Bon, nous allons essayer de les parcourir, par exemple, pour voir certains d'entre eux. Par exemple, si je vous montre la fonction get, par exemple, si j'ai dit get, ça permet juste de prendre la valeur qui est liée à un index, donc qui est liée à donc une clé. Par exemple, si j'ai dit mon dico, il faut me trouver la valeur du nom, par exemple. Là, il m'affiche bien AWA. Il y a une autre manière aussi d'afficher la valeur d'une clé, c'est d'appeler le dictionnaire et de faire la même chose que ce que nous avons pu faire avec les listes, par exemple. Donc, c'est de faire un crochet et de mettre le nom, en fait. Donc, et ça aussi, ça marche très bien. La seule différence entre ces deux fonctions, d'ailleurs, ce qui est préconisé en fait quand il s'agit de travailler avec un dictionnaire, c'est d'utiliser cette formulation-là, qui est plus concis, qui est plus claire, parce qu'il permet aussi quand on va chercher la valeur d'une clé non existante, qu'il ne nous ramène pas une erreur, mais qu'il nous envoie soit un message, soit non, c'est-à-dire une valeur vide. Je vous donne un exemple. Si je dis mon dico je veux que vous me faites un get de n'importe quoi. Je sais que j'ai pas mis une clé qui s'appelle adresse. Donc, si j'appelle adresse, par exemple, vous voyez bien qu'il ne me renvoie rien du tout. Pourquoi? Parce que dans les clés que nous avons dans le dictionnaire, il n'y a pas d'adresse. Il y a le nom, le prénom, la date de naissance et la ville. Mais il n'y a pas un champ, il n'y a pas une clé qui s'appelle adresse. Si je fais la même chose, mais en utilisant cette méthode telle que nous l'avons vue avec les listes, je dis mon dico, cherche-moi la la valeur de adresse. Donc, vous verrez que sur cette formulation, ça ne marche pas. Donc, ça renvoie une erreur. Donc, un key error parce que l'adresse n'est pas un champ qui existe dans notre dictionnaire. Très bien. D'ailleurs, on peut aller plus loin avec cette méthode parce que pour le moment, quand on lui demande de nous afficher la valeur d'une clé qui n'existe pas, il ne nous affiche rien, mais nous pouvons donner un paramètre supplémentaire en disant, par exemple, mondeco.get, renvoie-moi la valeur qui est contenue sur la clé adresse, sinon, dites-moi, ce champ n'existe pas, par exemple, ce champ n'existe pas. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Donc, de sorte que si la clé existe, il nous renvoie la valeur qui est contenue sur cette clé. Et si la clé n'existe pas, il nous dit que cette clé n'existe pas, ou tout type de message qui peut vous parler. Donc là, j'ai décidé de mettre, quand la valeur n'existe pas, ce champ n'existe pas, par exemple. Donc, si j'exécute, il me renvoie bien, ce champ n'existe pas. Et si je répète la même chose, je reprends la même chose, mais je lui donne maintenant euh, une clé existante maintenant. Au lieu de lui donner une adresse, je lui demande par exemple de m'afficher euh, le nom de la personne et au cas contraire où la clé n'existe pas, d'afficher ce champ n'existe pas. Donc, si j'exécute, vous voyez bien qu'il ne va pas m'écrire ce champ n'existe pas, mais il m'affiche bien le contenu de notre index qui correspond. Par exemple, là, on a demandé un nom. Il nous a bien renvoyé AWA qui correspond bien au nom de mon dico. Très bien. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc ça évite d'avoir des erreurs et ça permet aussi d'aller chercher la valeur qui est contenue dans une clé d'un dictionnaire. En résumé, je vous ai montré donc rapidement deux méthodes pour accéder à la valeur d'une clé dans un dictionnaire. Donc la première méthode, c'est donc déjà la méthode get qui est la méthode recommandée parce que c'est une méthode de dictionnaire permet d'aller chercher la valeur correspondant à une clé. Et si la valeur n'existe pas, euh, donc cette méthode ne renvoie rien. Ou on peut lui donner un texte en lui disant, OK, si cette valeur n'existe pas, renvoyez-moi tel test, par exemple, un test d'erreur. Ou par exemple, le dire, soit ce champ n'existe pas, soit il y a une erreur, etc.
L'autre manière d'appeler la valeur contenue dans une clé d'un dictionnaire, c'est d'utiliser cette formulation-là, telle que nous l'avons vue dans les listes. Mais pour ce faire, il faut être sûr que le champ existe déjà, sinon il vous retourne une erreur. Je peux vous montrer rapidement d'autres exemples de ce qu'on peut faire dans un dictionnaire. Si je dis Mondico, je peux appeler les clés de Mondico, c'est-à-dire qui sont les index. Là, donc, dans Mondico, nous avons en contenu un nom, un prénom, une date de naissance et une ville, par exemple. D'ailleurs, mais ça, nous allons voir ça dans les conditions. Je peux, par exemple, vérifier est-ce que une clé existe dans les paramètres d'un dictionnaire. Par exemple, si je dis non, in, et je dis mondico, point qui, je peux vérifier est-ce que dans les paramètres de notre dictionnaire, on a un champ qui s'appelle non. Et là, il m'envoie bien true. Si je répète la même chose en lui envoyant une adresse, une clé qui n'existe pas, telle que l'adresse, par exemple, là, il me renvoie bien faux. Pourquoi? Parce que dans les clés que nous avons dans le dictionnaire, il n'y a pas de champ adresse. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qui peut être utilisée dans des conditions, par exemple, lui dire si le champ existe, il faut faire telle instruction, et si le champ n'existe pas dans les paramètres ou dans les clés de notre dictionnaire, il faut faire telle autre instruction. Donc, ça peut être très utile. D'ailleurs, dans les prochains cours, nous parlerons des conditions. Et dans ce cas, nous aurons le temps très certainement de revenir sur cette fonctionnalité qui peut être très utile. Il y a bien d'autres euh, fonctionnalités que nous pouvons faire sur les dictionnaires. Je vais voir lesquelles je peux vous montrer. Les items, ça, nous pourrons les voir tout à l'heure. Ça permet juste d'afficher par paire. Donc, donc dans une liste de, de tuples à chaque fois, donc la clé et la valeur correspondante. Donc, je peux vous montrer rapidement si je mets mon Dico items, donc il me l'affiche sur ce format. Donc, chaque fois, la clé et son contenu, la clé et son contenu, etc. Donc, ça, nous aurons par exemple l'occasion quand on va faire notre cours sur les boucles, de revenir plus en détail sur cette fonctionnalité qui peut être très utile. Nous pouvons regarder aussi si la fonctionnalité pop. Ces fonctionnalités-là sont vraiment pareilles, que ce soit pop ou pop items. Nous avons pu voir la fonction pop quand euh, sur les listes. La fonction pop permet juste d'éliminer un champ. Donc, par exemple, si je mets Mondico pop et que je décide, par exemple, de récupérer la valeur d'un champ, par exemple, je sais que le nom c'est Awa, donc je dis le prénom Fallou, la date de naissance, je me dis, OK, je veux supprimer la date de naissance, ce champ, mais je veux avant récupérer sa valeur. Donc, si je dis Mondico pop et je mets date naissance, comme ça, et que j'exécute, il me renvoie la date de naissance, très bien, la valeur de l'élément qu'on veut supprimer. Mais tenez-vous bien, quand je rappelle mon dictionnaire, mon dépôt, vous verrez bien que le champ date de naissance n'existe plus. Il a été supprimé tout simplement. Donc, c'est aussi une fonctionnalité qu'il faut utiliser avec précaution. La seule différence avec le pop items, c'est que le pop items, il va supprimer le dernier élément de notre dictionnaire, parce que là, nous définissons en fait quel élément nous voulons supprimer, donc quelle clé nous voulons supprimer et quelle valeur nous voulons récupérer. Mais quand on utilise pop item, si j'ai mis mondico point, donc pop item, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va vraiment me supprimer donc le dernier élément. D'ailleurs, je peux mettre ça dans, dans, dans une variable. Donc, j'ai appelé pop items test égale. Donc, je l'exécute. Si j'affiche le pop items, il va prendre le dernier élément de notre dictionnaire, donc qui est bien la ville.
qui est Paris. Donc, ville égale Paris. Si je raffiche mon dictionnaire de la même manière, là, vous verrez qu'il a supprimé le dernier élément. Donc là, nous n'avons plus de ville, nous n'avons plus que le nom et le prénom de notre dictionnaire. Donc, ces deux fonctionnalités-là, ce sont des fonctionnalités de suppression d'un élément dans un dictionnaire. Donc, ce sont des fonctions à prendre avec précaution en fonction du besoin. Il faut se poser la question, est-ce que c'est la fonction dont on a besoin ou en tout cas utiliser avec précaution cette fonctionnalité des dictionnaires en fait. Très bien. Nous pouvons aussi, les listes sont, on peut changer la valeur dans une liste. Nous avons vu dans le cours précédent concernant les tuples que nous ne pouvons pas changer la valeur dans un tuple. Si vous vous rappelez bien, nous l'avons dit, ça veut dire que un tuple, une fois créé, n'est pas mutable. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer sa valeur. Ce n'est pas le cas dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire, nous pouvons bien changer la valeur d'une clé. Par exemple, là, dans notre dictionnaire, nous avons un nom et un prénom. Je peux bien décider de changer le nom que nous avons, par exemple, pour, pour le nom, par exemple. Je peux, au lieu de mettre Awa, je peux mettre un autre nom. Si je mets Eva, par exemple, et que je l'affiche mon déco, ça marche très bien. Donc, ça, le nom a été changé. On ne voit plus Awa, mais on voit maintenant Eva. Donc, les dictionnaires sont bien mutables. On peut changer la valeur qui est contenue dans un champ. Après, ce que je peux vous dire par rapport au dictionnaire toujours, c'est que il y a une différence entre les dictionnaires et les sets. Mais les sets, je n'ai pas en parler maintenant parce que ça risque de créer une confusion pour les gens qui n'ont pas encore fait la différence entre les différents éléments que nous avons vus jusque-là. Donc, nous allons aller pas à pas à la compréhension des différents objets sur Python parce que c'est vraiment très, très important. C'est une partie qu'il faut euh, comprendre avec précision, donc savoir c'est quoi une liste, quelles sont les fonctions qui peuvent être appliquées à une liste, c'est quoi un tuple, quelles sont les fonctions qui peuvent être appliquées à un tuple. Euh, Python, quand on dit que c'est un langage qui est fortement typé, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que c'est un langage qui a typage dynamique, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la différence entre une liste et un tuple? C'est quoi la différence entre un dictionnaire, un tuple et une liste? Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes à connaître parce que ça va nous permettre, quand on va faire le cours sur les fonctions, de pouvoir faire appel en fonction du besoin, soit à une liste, soit à un tuple, soit à un dictionnaire. Donc, on pourra faire un choix adéquat des différents éléments que nous présente Python. Je vais voir rapidement qu'est-ce que je peux vous rajouter par rapport au dictionnaire qui peut être utile. Donc, les updates, les values, ça affiche tout simplement. Donc, ça affiche tout simplement les valeurs. Donc, si je mets comme ça, il me met bien les valeurs. Donc, les keys affichent les clés. Donc, ça, on l'a vu, la fonction key. Et le- les values, donc la fonction value affiche les valeurs, en fait, des différentes clés. Donc, ici, le nom, c'est Eva et le prénom, c'est Fallu, et il nous les affiche très bien. Donc, from key, je peux vous montrer rapidement from key. Si je prends, par exemple, une valeur, donc je vais définir un champ que j'appelle valeur, que j'appelle par défaut, par exemple. J'ai fait n'importe quoi. Si je dis mon déco, par exemple, et que j'appelle la fonction euh, non, non, en fait, il faut plutôt faire dict from key. Hein. Donc, je dis mon déco déjà et je lui donne le paramètre valeur. Et ça, je peux mettre ça dans un nouvel dictionnaire. Je fais ça new dict. Pour dire, c'est un nouveau dictionnaire. Si j'affiche le new dict ici,
vous verrez bien qu'il prend la valeur par défaut, par défaut. Qu'est-ce que nous avons fait là? C'est que la fonction from key permet de définir, de faire un update des valeurs d'un dictionnaire. Par exemple, là, si j'avais un dictionnaire qui était déjà défini là, avec un nom et un prénom. Mettons par exemple que oui, je veux changer les différentes valeurs de mon dictionnaire par une valeur par défaut, que j'appelle par défaut. J'aurais pu mettre ici autre chose, mais OK, j'ai mis par défaut. Donc, je peux appeler la fonction from key, qui est donc une méthode de dictionnaire, et lui donner déjà le dictionnaire existant et la valeur par défaut qu'il doit prendre. Donc, et ça marche très bien. Ça me permet de définir un nouveau dictionnaire qui prend les nouvelles valeurs. Très bien. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que les fonctions les plus intéressantes qui peuvent être faites avec un dictionnaire, nous les avons vues. C'est pas exhaustif parce on n'a pas le temps de les voir tous, mais de toute façon, dans les cours précédents, nous aurons le temps de faire des exercices par rapport à ces différentes fonctionnalités, surtout quand on va parler des fonctions. Parce que sur la prochaine séance, nous allons parler des conditions, donc les conditions if sur Python. Ensuite, nous verrons les boucles. Et quand on va faire le chapitre sur les fonctions de Python, là, nous allons vraiment faire des exercices qui vont balayer tout ce que nous avons pu faire jusque-là. Donc, on va balayer, et ce sera vraiment euh, une révision générale sur les listes, les types, les dictionnaires et même les sets. Donc, je vais essayer d'ici là de vous concocter des exercices qui vont regrouper toutes ces fonctions, toutes ces chapitres que nous avons pu faire jusque-là. C'était tout pour aujourd'hui, donc on se voit à la cour prochaine.